Explosion d'un autobus en Israël, 9 morts et une cinquantaine de blessés dont 20 grièvement. L'attentat est revendiqué par le Hamas et condamné par la direction palestinienne. En Corse, la question du regroupement des prisonniers au cœur de la réunion des nationalistes de Corté. Invité de ce journal, Jean-Louis Debré, président de l'Assemblée nationale. Ouverture à Washington du premier musée de l'espionnage, où presque tous les secrets des agents sont exposés, de la voiture de James Bond au parapluie bulgare. Il y a 40 ans, dans la nuit du 4 au 5 août, Marilyn Monroe décédée. Si les circonstances de sa mort restent obscures, le mythe, lui, est intact. Madame, Monsieur, bonsoir. En Israël, un kamikaze palestinien s'est fait exploser dans un bus. Le premier bilan fait état d'au moins 9 morts et plusieurs dizaines de blessés. C'est le deuxième attentat en moins d'une semaine. En fin de matinée, un Palestinien a ouvert le feu à l'entrée de Jérusalem-Est. Il y aurait au moins 3 morts et 6 blessés. Israël a suspendu les pourparlers prévus dans les prochains jours avec les responsables palestiniens. Sur place, Gérard Grisbeck et Mossi Armon. Lorsque la bombe a sauté, l'autobus est devenu une boule de feu. Le kamikaze palestinien a actionné sa ceinture d'explosifs alors que le véhicule était bondé. En ce début de semaine, beaucoup de soldats se rendaient à leur caserne. Le bus assurait la liaison entre Haïfa et Safed en Haute-Galilée. L'attentat a eu lieu au carrefour de Méron, pas très loin d'un lieu saint du judaïsme. Le chauffeur du bus, légèrement blessé, avait déjà été victime d'un attentat il y a 7 ans. Pour le moment, le bilan est de 9 morts et 50 blessés, dont beaucoup de soldats. Certains sont dans un état très grave. J'ai entendu une grande explosion alors que le bus s'était arrêté à la station. Je ne sais pas ce qui est arrivé. J'étais assoupie dans le bus et je me suis réveillée par terre. Tout le monde hurlait, c'était un cauchemar. L'attentat a été revendiqué par le mouvement islamiste, le Hamas, qui déclare qu'il s'agit d'une nouvelle vengeance après l'assassinat d'un de leurs leaders à Gaza il y a 10 jours. Le mouvement palestinien n'a pas révélé le nom du kamikaze pour que sa famille ne subisse pas de représailles de l'armée israélienne, des représailles comme ici à Jenin, où des soldats ont dynamité des maisons appartenant à des familles de kamikazes. Le gouvernement israélien réuni ce matin a appelé à la riposte et a lancé un avertissement à Yasser Arafat malgré sa condamnation de l'attentat. Ce qu'il faut, c'est un véritable changement stratégique de la part de l'autorité palestinienne. Combattre le Hamas, combattre les autres organisations terroristes et de ne pas rester les bras croisés dans le meilleur des cas ou soutenir dans le pire des cas ce genre d'attentat. Quelques heures plus tard, un nouvel attentat à Jérusalem-Est faisait 3 morts à l'entrée de la vieille ville. Les islamistes du Hamas ont déjà annoncé qu'ils continueraient leurs attentats. Le Premier ministre israélien, Ariel Sharon, a annoncé que la guerre contre le terrorisme allait continuer. On est donc ce soir dans une impasse totale. En France, le TGV Rennes-Marseille ce matin a percuté une voiture sur un passage à niveau en Mayenne. L'automobiliste dont la voiture encastrée sous le train a été traîné sur quelques mètres est mort sur le coup. Les 460 passagers du TGV, dont aucun n'a été blessé, ont été acheminés vers Marseille par un autre train. Le trafic a été interrompu pendant quelques heures avec des retards de 45 minutes tout au long de la matinée sur la plupart des liaisons Le Mans-Rennes. Sur les routes, trafic plus dense que prévu aujourd'hui, près de 100 km de ralentissement dans le sens des départs, notamment en vallée du Rhône, mais aussi aux abords de Millau et de Cahors. Fort ralentissement également dans le Pays Basque, à la frontière espagnole où de nombreux poids lourds sont stationnés sur le bas-côté de l'autoroute en raison de l'interdiction de circulation des camions en Espagne le dimanche. Le CRIR enregistre aussi une forte circulation dans le sens des retours avec des conditions météo qui ne sont pas clémentes. La pluie rend les routes glissantes et plusieurs accrochages ont eu lieu. À Fréjus, dans le Var, l'exploitant du manège dans lequel un homme a péri vendredi soir a été mis en examen pour homicide involontaire et travail dissimulé. La victime, qui n'a toujours pas été identifiée, tentait de récupérer un portefeuille lorsqu'elle a été happée par la machine. On soupçonne le forain d'avoir employé clandestinement la victime. Laura Katiowski et Frédéric Cerulli. Hier, c'est en simple témoin que le propriétaire du manège expliquait aux policiers sa version de l'accident. Aujourd'hui, il est mis en examen pour homicide involontaire, mais aussi travail dissimulé, autrement dit travail au noir. Durant sa garde à vue, le forain niait connaître la victime. Or, selon les enquêteurs, Yannick Auge aurait employé clandestinement l'homme qui a péri broyé dans le manège. D'après des témoins, il aurait été chargé de la vente des tickets ou de la sécurité des clients.
Et c'est donc en voulant rattraper le portefeuille de l'un d'entre eux qu'il a été happé par le mécanisme. Ce soir, les policiers ne savent toujours pas qui est cet homme. Il faudra donc une autopsie et des tests ADN pour déterminer son identité. Le forain, lui, a été laissé en liberté. Licenciés pour faute professionnelle parce qu'ils n'ont pas réagi lors d'un braquage au lance-roquettes. C'est ce qui arrive à 3 convoyeurs de la Brinks. Le 30 mai dernier, leur fourgon était attaqué sur une route près d'Évreux par 6 malfaiteurs armés qui ont emporté un butin de 2 millions d'euros. La Brinks estime que les convoyeurs ont ignoré les consignes leur permettant, je cite, d'atténuer les conséquences du braquage. Explication Patrick Fandiot et Christian Gallet. Le courrier est arrivé il y a 15 jours chez ce convoyeur de fonds. Une lettre de licenciement pour faute grave de son employeur, la Brinks. La société lui reproche d'avoir ignoré les consignes de sécurité lors d'un braquage. C'était le 30 mai dernier. 6 malfaiteurs interceptent un fourgon. Sous la menace d'un lance-roquettes, ils conduisent les 3 convoyeurs dans un sous-bois et dérobent 2 millions d'euros. Pas un coup de feu n'est tiré. Braquage parfait en moins de 10 minutes. Tout ça, ça se fait rapidement. La voiture a fait la queue de poisson, elle s'est avancée. Tant qu'on percute, qu'on se rende compte du danger, qu'il y avait le lance-roquettes, etc. Qu'est-ce qu'on fait? On ouvre, on n'ouvre pas. Qu'est-ce qu'on fait? On ouvre, on n'ouvre pas. La décision a été prise rapidement. On ouvre. Bon, la porte s'est ouverte, la porte latérale droite s'est ouverte. Ce qui veut dire que mes 2 collègues étaient enfermés à l'avant. Moi, j'étais pris en otage après avoir jeté mon arme. Dans la panique, les 3 convoyeurs de fonds oublient notamment d'appuyer sur un bouton discret qui aurait permis de les localiser plus vite grâce au système GPS. Impardonnable aux yeux de leur direction. On leur demande pas du tout d'être des cow-boys, c'est pas le cas. On sait très bien que ce sont des gens qui font un métier dangereux, qui risquent leur vie souvent. Mais on comprend pas et on ne peut pas admettre qu'ils n'aient pas au moins fait l'élémentaire de ce qu'on leur demande pour nous prévenir et permettre à la police de venir et d'intervenir. Pour les syndicats, il y a faute, certes, mais la sanction est disproportionnée. Ils n'ont peut-être pas respecté non plus les boutons pour alerter par GPS, etc. Mais bon, je dis quand même que la sanction est lourde. Didier Watteau, lui, a décidé de contester son licenciement devant le tribunal des prud'hommes. En Corse, les militants nationalistes se sont réunis à Corté pour débattre de l'évolution de leur mouvement au cœur des conversations. La question des détenus corses dont les nationalistes demandent le regroupement sur l'île. Il s'agit d'un geste qui décrisperait la situation, expliquent les responsables nationalistes. Sur place, Stéphane Bretner et Yann Moine. C'était le grand absent d'hier. Charles Pierry se mariait 2 mois après sa libération. Alors aujourd'hui, son arrivée n'est pas passée inaperçue. Détendu mais sans dire un mot, il se dirige vers Jean-Guy Talamoni, leader nationaliste, absent lui aussi hier pour les noces de celui qu'il vient d'embrasser. Au grand meeting de clôture, Charles Pierry, que l'on présente comme l'homme de l'ombre du FLNC, ne s'est pas assis à la tribune. Il a laissé le soin aux autres nationalistes de prôner le dialogue avec le gouvernement. Mais dans ce dialogue, il faut un geste, et le premier, c'est le regroupement des prisonniers sur l'île de Beauté. Nous avons payé pour apprendre qu'il ne fallait pas se fier aux paroles et aux promesses, et par conséquent, nous attendrons dans les semaines à venir des gestes significatifs qui nous permettront de dire s'il y a vraiment volonté de dialogue. Il est tout à fait évident que des gestes en faveur des prisonniers, c'est une condition de réussite du dialogue. Cette question récurrente des prisonniers avait fait capoter les relations avec le gouvernement de Lionel Jospin. La leçon semble donc avoir été retenue. Aujourd'hui, pour une fois, les nationalistes ne posent pas de préalable à la discussion. Attendre, voici donc pour l'instant la position des nationalistes, parce qu'ici, il se murmure que des tractations seraient en cours avec le gouvernement pour regrouper quelques prisonniers en Corse. Pierre Bédier, chargé de la construction des nouvelles prisons, pourrait d'ailleurs se rendre sur l'île de Beauté dès le mois de septembre pour étudier le problème. Invité vedette donc de ces journées, Charles Pierry, qui a passé 3 ans en prison et qui pour la première fois a accordé une interview exclusive à Fanny Auvergne. Lui aussi prône désormais le dialogue, mais réclame des actes concrets. Écoutez-le. Écoutez, en 20 ans de militantisme, j'ai connu beaucoup de propositions politiques, bien sûr. Pour l'instant, ce qui m'intéresse, et ce que je pense qui peut intéresser le monde nationaliste, ce sont des actes concrets, des actes importants. Je pense que le gouvernement en place en a les moyens. Comme quoi? C'est quoi les actes concrets? Quels sont-ils? Encore une fois, nous ne sommes pas là pour poser des préalables. M. Sarkozy a posé aussi comme préalable, je crois qu'il voulait un arrêt de tout ce qui est violence. Qu'est-ce que vous dites à ça? Qu'est-ce que vous en pensez? Ce n'est bien sûr pas de mon domaine de pouvoir y répondre. En ce qui me concerne, je pense avoir suffisamment souffert de différentes formes de violence, qu'elles soient physiques et qu'elles soient
d'autres formes, notamment à travers les années de prison que j'ai subies, pour savoir que la violence est préjudiciable à tout le monde. Notamment au dialogue. Y compris au dialogue. Il y a évidemment, on le ressent tous, un déficit de confiance. Pour autant, je pense que des actes concrets, des gestes politiques forts peuvent justement atténuer ce déficit. Ce gouvernement-là, dans toutes ses composantes, dans l'ensemble même de ce qui représente aujourd'hui le corps exécutif de la France, a les moyens d'aller suffisamment loin sur le chemin de la paix. Joël Debray, bonsoir. Alors, bonsoir. on vient d'entendre les nationalistes, pas de préalable, mais des actes concrets. Ils attendent manifestement un geste pour les prisonniers corses, c'est possible? Il faut que la loi s'applique. Et la loi distingue les prévenus des détenus condamnés définitivement. Pour ce qui concerne les détenus, ils sont à la disposition du juge et par conséquent, il est impossible à l'administration pénitentiaire de les regrouper à tel ou tel endroit. Il faut donc qu'ils restent à Paris pour pouvoir être entendus par le juge à Paris. Ils sont à la disposition du juge. Or, vous savez que nous vivons dans un système d'indépendance du juge. C'est le juge qui décide. Et puis, il y a les condamnés définitifs. Et là, l'administration pénitentiaire, lorsque la condamnation est définitive, les affecte en fonction d'un certain nombre de critères. Capacité de réinsertion et donc contact avec la famille, durée de la peine et ordre public. Et par conséquent, pour les condamnés définitifs, il faut que l'administration pénitentiaire prenne ses responsabilités. Et ça veut dire qu'il y a des structures d'accueil, si je puis dire, ou en tout cas d'incarcération suffisantes en Corse pour, si le juge le décidait, pouvoir effectivement mettre des prisonniers de longue durée, si je puis dire, en Corse? Ne parlons pas de prisonniers, parlons de détenus. La loi s'applique à toute la France. Je répète, pour les prévenus, c'est le juge qui est indépendant et qui décide. Pour les condamnés définitifs, c'est l'administration pénitentiaire, compte tenu de la capacité d'accueil, de la sécurité du centre de détention, compte tenu aussi d'un certain nombre de considérations d'ordre public. Et par conséquent, là, il peut y avoir un certain nombre d'affectations. C'est à l'administration de décider, administration pénitentiaire, en fonction d'un certain nombre de critères. Mais en Corse, comme ailleurs, je crois que vous savez... La loi est la même partout. La loi est la même partout. La Corse, c'est la France, et la France, c'est la Corse. Est-ce qu'il y a des tractations en cours, comme on le dit, ici et là? Pierre Bédier doit se rendre prochainement en Corse. Les ministres vont dans toutes les régions et tous les départements français. Et la Corse est une région et un département français. Bien. Alors, ce que je crois, c'est qu'il y a, en Corse comme ailleurs, une fantastique aspiration à la décentralisation et la déconcentration. En Corse, autant qu'en Haute-Normandie. Naturellement, la Corse, il y a des problèmes spécifiques dus à l'insularité. Par conséquent, je crois que, et c'est ce que veut faire le gouvernement de Jean-Pierre Raffarin, c'est de s'orienter vers la décentralisation sous le contrôle du Parlement, parce que je pense qu'aujourd'hui, les conditions sont réunies pour donner la réalité du pouvoir de gestion des régions aux élus locaux. Est-ce qu'aujourd'hui, le dialogue est possible avec les nationalistes? Je crois que les pouvoirs publics, quels qu'ils soient, ont toujours voulu ce dialogue. Mais je ne suis pas sûr que les indépendantistes le souhaitent. S'ils avaient voulu le dialogue, s'ils espéraient entrer dans l'action politique et dans le jeu politique, ils devaient se présenter aux élections législatives pour avoir une légitimité pour permettre ce dialogue. Or, ils ont refusé. Donc les prisonniers, c'est un prétexte pour vous? Les détenus, c'est un prétexte pour vous? C'est un prétexte. Si on cède sur une loi particulière pour la Corse, ils demanderont autre chose. Parce que les nationalistes que nous avons vus à la télévision, je le crois très profondément, ne cherchent pas le dialogue, ils veulent l'indépendance. Nous voulons la décentralisation, la déconcentration, et cette décentralisation et cette déconcentration suppose le dialogue avec tout le monde, avec tous les élus, avec tous les responsables politiques, économiques, sociaux de l'île, comme dans toute autre région française.
Merci Jean-Louis Debré de nous avoir apporté ces précisions sur la Corse. L'affaire du patinage artistique des Jeux Olympiques de Salt Lake City et les éventuels trucages des notes des épreuves continuent d'alimenter la chronique. La télévision russe a diffusé samedi des enregistrements de cassettes audio qui accréditeraient cette thèse de la manipulation. Donc, demain, le couple Anissina-Pezra, au cœur du scandale, devrait s'expliquer lors d'une conférence de presse. Florent Gautreau et Myriam Thiebaud. Décidément, en ce moment, rien ne va pour Anissina et Pezra. Leur gala aux arènes de Fréjus, qui devait avoir lieu ce soir, a été reporté, un problème technique ayant empêché la mise en place de la patinoire. Il faudra donc attendre quelques heures pour entendre les deux patineurs évoquer la mafia russe et le scandale du patinage. À Fréjus, le seul couple qui parle, c'est Abitbol Bernadis, qui prépare son retour dans un climat très lourd. Samedi, malheureusement, on retourne toujours dans les travers. Et j'ai bien peur qu'il ne faille encore beaucoup de temps avant d'arriver à purger cette discipline. Elle en a besoin. Ah oui, ça, il serait temps de faire bouger un petit peu les choses. Mais celle qu'on voudrait bien entendre, c'est Marina Anissina. La patineuse d'origine russe, naturalisée française en 1994, serait au cœur du marchandage entre les fédérations russes et françaises. Une médaille d'or pour les Russes dans l'épreuve des couples, grâce au vote de la juge Marie-Reine Le Gougne, contre une médaille d'or pour Anissina et Pezra, en danse, avec l'aide des juges de l'Est. Et les écoutes téléphoniques du FBI, qui sont à l'origine de l'arrestation du mafieux russe Toktakounov, sont édifiantes. La preuve avec cet échange entre une femme qui serait la mère de Marina Anissina et Toktakounov. Je viens juste d'avoir Chevalier au téléphone des États-Unis. Il m'a dit que Marina sera championne olympique. Vraiment? Nous avons été aidés par les Français hier ou aujourd'hui avec le décalage horaire. Les Français nous ont aidés en couple, ils nous ont donné le vote décisif et pour cela, nous devons permettre à Marina d'avoir la première place même si elle tombe. Le couple pourrait perdre sa médaille d'or, c'est le CIO qui l'affirme. Après avoir tout gagné, Anissina et Pezra sont sur le point de tout perdre. Les soldes d'été s'achèvent sur un bilan mitigé. Selon les professionnels, les promotions et rabais intervenus avant la période des soldes expliquent ce relatif insuccès. Il y a aussi sans doute le moral des ménages qui, selon l'indicateur de l'INSEE, était très bas pendant le mois de juillet. Reportage Julien Bachellery et Jean-Yves Blanc. Pas mal, celui-là, il est soldé. Tu vas pas commencer, hein? Plus que 2 jours de solde, la dernière chance pour tenter de dénicher les rares bonnes affaires qu'il reste. Il y a peut-être moins de choix, mais non, c'est plus agréable de se balader. On s'embrasse pas les jeans, sauf entre copines, mais ça va, ça se règle à l'amiable après. Là, vous voyez, il ne reste pas grand-chose et ce qui va rester sont essentiellement des grandes tailles. Donc c'est le problème des soldes en fin de solde. Quand on dit qu'on travaille un petit peu moins, on n'a plus de choix de taille, on a moins de personnes, donc c'est un petit peu logique. Nombre de commerçants aimeraient d'ailleurs que les soldes ne durent qu'1 mois au lieu de 6 semaines. Mais 2 semaines de plus, ça a au moins un avantage, appâter les clients qui repartiront bien souvent avec des articles payés, eux, au prix fort. Les meilleures affaires sont parties dès les premiers jours, ce qui nous a permis de rentrer la nouvelle collection très rapidement. Donc les clientes viennent aujourd'hui uniquement pour voir la nouvelle collection et les nouveaux produits qui viennent d'arriver. Ce qui fait qu'il ne nous reste plus que ce portant de vêtements soldé. Finalement, je n'achète jamais en solde, je ne sais pas pourquoi, mais je viens quand il y a moins de monde et pour les nouvelles collections plutôt. Au final, des soldes d'été en demi-teinte, il est vrai que la situation économique actuelle et les récents revers boursiers n'ont pas poussé à la consommation, les clients préférant bien souvent épargner et remettre à plus tard leurs achats. La tourmente boursière ne joue pas que sur les achats des ménages, elle perturbe aussi les revenus des fonds de pension. De nombreux pays pourtant ont choisi ce système pour financer les retraites. Exemple en Suède qui est progressivement passé de la répartition à la capitalisation. Explication et reportage, Amaury Guibert et Marie-Pierre Cassignard. On ne dirait pas, mais cette publicité parle bien des fonds de pension. Le ton est décalé, c'est la méthode suédoise, dédramatiser la réforme des retraites pour mieux la faire accepter. C'est le travail de cet homme. Il est à la tête d'un organisme qui se charge notamment d'expliquer pourquoi la Suède avait besoin des fonds de pension. Notre population est vieillissante et on s'est rendu compte que notre vieux système de retraite ne pourrait pas fonctionner longtemps, surtout pour la génération du baby-boom. La Suède s'est lancée dans la réforme, de quoi intéresser beaucoup de monde. Des sénateurs français, par exemple, qui ont laissé un souvenir lors de leur visite il y a 2 ans. Ils étaient là pour étudier le nouveau système de retraite en Suède et peut-être pour s'en inspirer. Pour y arriver, la Suède s'est donné du temps, 16 ans de discussion avant de voter une loi. Maintenant, chaque Suédois doit consacrer au moins 8% de ses cotisations à des fonds de pension. Et ce n'est qu'un début.
Je pense que la bourse va remonter à l'avenir et que ça sera mieux pour ma retraite. Au moins, je ne dépends plus du système précédent. Je devais payer beaucoup de cotisations sans être sûr d'avoir quelque chose à la fin. Pour répondre à cette demande, 600 fonds de pension ont vu le jour en 2 ans. Tout est allé vite, trop peut-être, et aujourd'hui le marché sature. Je ne pense pas qu'il y aura encore 600 fonds de pension différents. La raison, ce n'est pas forcément parce qu'il y en a trop, mais parce que depuis que le nouveau système est en place, très peu de Suédois se sont vraiment pris au jeu. Et les dernières péripéties boursières ne devraient pas arranger les choses. En 2 ans, les fonds de pension suédois ont perdu 30% de leur valeur. Le nombre de retraités, lui, ne cesse d'augmenter. Le président George Bush maintient sa ligne de fermeté à l'égard de l'Irak. Pas question pour l'instant de reprendre les conversations sur la venue d'inspecteurs de l'ONU, comme l'a proposé le président Saddam Hussein. Aux États-Unis, la classe politique discute déjà de la forme que pourrait prendre une intervention en Irak. Explication, Richard Binet. Faut-il faire la guerre à l'Irak, alors qu'il ne se passe pas une semaine sans que la presse américaine, opportunément informée, ne divulgue la dernière stratégie pour abattre Saddam Hussein? George Bush répond: le meilleur moyen de nous protéger est d'éliminer les ennemis de l'Amérique, les uns après les autres. En tête de liste, après Oussama Ben Laden, le président irakien soupçonné par Washington de poursuivre la production d'armes de destruction massive en dépit des résolutions de l'ONU. Les scénarios tournent autour de 2 options. Une attaque de grande envergure de type guerre du Golfe, une intense campagne de bombardement suivie de l'entrée en action de 250 000 GI prépositionnés au Koweït et chargés de prendre Bagdad. Un dispositif lourd et coûteux pour les États-Unis après la campagne d'Afghanistan. Seconde option, 50 à 70 000 commandos américains seraient parachutés au cœur même du pays pour attaquer dépôts d'armes, centres de commandement et systèmes de communication. Puis cueillir comme un fruit mûr Saddam Hussein, totalement isolé. Lors de l'invasion du Koweït en 1990, les États-Unis avaient réuni sans mal une coalition pour combattre l'Irak. Mais cette fois, à l'exception de la Grande-Bretagne, allié inconditionnel des Américains, l'Europe n'est pas favorable à un engagement armé. L'Allemagne, en la personne de Gerhard Schröder, s'est déclarée opposée à toute intervention. La France, quant à elle, ne s'engagera que sous couvert d'un mandat de l'ONU. Le roi Abdallah II de Jordanie a confié à Tony Blair la semaine dernière l'appréhension des pays arabes. Attaquer l'Irak, dit-il, c'est ouvrir la boîte de Pandore. Quelle sera la réaction des populations musulmanes qui prendra la succession de Saddam Hussein? Selon son entourage, le président George Bush semble indifférent à ces questions. Il faut finir le travail, celui qu'avait commencé son père en janvier 91, éliminer le président irakien. À Washington, désormais, on peut tout savoir sur les secrets de ces agents dits doubles. Tous les gadgets exposés ont effectivement été utilisés par des espions, hormis l'Aston Martin de James Bond. Mais un musée de l'espionnage sans l'agent 007 eût été incomplet. Reportage Alain Chalbon et Strad Zerbos. C'est le dernier endroit à la mode de Washington, le musée de l'espionnage. On y fait la queue dès le petit matin, avant même l'ouverture. Pour voir la mythique Aston Martin de James Bond dans Goldfinger, avec ses gadgets, ses plaques rotatives ou ses mitrailleuses lanternes. Mais on se rend compte surtout que la réalité dépasse la fiction. Ces pistolets à gaz cachés dans un journal ont tué 2 dissidents ukrainiens en Allemagne. Ces fausses cigarettes ou briquets à balles réelles ont été utilisés par des agents britanniques. Quant au fameux parapluie bulgare, le voici. Il a à son actif plus d'un meurtre. Ce matériel pour assassiner a été utilisé très efficacement pendant le dernier conflit mondial ou pendant la guerre froide par certains agents d'espionnage. C'était très important pour des raisons offensives ou défensives. Mais les espions ne font pas que tuer. Leur premier métier est de recueillir des informations, photographier des hommes ou des documents avec cet appareil dissimulé dans un stylo, ou mieux, dans le bouton de ce manteau dessiné pendant la guerre froide par le KGB. Écoutez aussi, avec des micros cachés dans un cadre de photos, un briquet ou un pot de fleurs. L'espion doit aussi s'échapper ou exfiltrer des agents. Pour sortir d'Allemagne de l'Est, on avait mis au point cette Trabant un peu spéciale. L'espionnage n'est pas mort avec la guerre froide. Et dans ce musée, des jeux tests suscitent ou pas des vocations.
J'ai fait les tests et je les ai ratés. Je ne suis pas fait pour ce métier. C'est exigeant comme métier avec tous ces gadgets. Mais si on échoue, on meurt. Moi, je veux devenir espionne. C'est dangereux. C'est l'aventure. En tout cas, le métier fascine. Depuis son ouverture, mi-juillet, le musée ne désemplit pas 3000 visiteurs par jour en moyenne. Plus sereine, l'ambiance sur les plages méditerranéennes. À Juan-les-Pins, les vacanciers ont pris leur marque dès aujourd'hui sur la plage. Après l'enfer du voyage, le bonheur de la détente. Reportage Olivier Théron et Frédéric Cerulli sous les parasols. Journée rouge. Après la journée noire d'hier sur les routes, journée rouge soleil à Juan-les-Pins. Paris est sous la pluie, les Haussiens ont bien choisi. Le réflexe est général, crème et offrande de ses formes au soleil. Les vacances tant attendues. Août, c'est plus chaud, c'est plus vacances. Déjà au niveau des patrons, ils sont plus d'accord au niveau du mois d'août que les autres mois. Et ensuite, c'est parce qu'au mois d'août, on est sûr d'avoir du soleil et pas de temps de pluie ni quoi que ce soit, quoi. Si juillet est international, le mois d'août sur la Côte d'Azur, c'est le mois français. Pas de chance pour ceux qui voulaient s'isoler. C'est-à-dire que j'ai pas trop le choix parce que c'est le seul moment où j'ai des vacances, donc voilà. Les Haussiens, surtout les Haussiennes, sont conscientes qu'il y a du retard à rattraper au niveau bronzage. Certaines expertes ont pris une avance considérable au mois de juillet. Le bronzage est travaillé pour devenir un vrai souvenir de vacances. J'ai été à maths, donc dès que je me mets au soleil, je bronze facilement. Puis après, ça s'arrête là, je bronze plus. Ça tient? Non, quand je rentre, ça tient pas beaucoup, non. Quelques jours de soleil et il n'y paraîtra plus. Les Haussiens seront aussi bronzés que les juilletistes. Sur la Côte d'Azur, il est bien plus difficile de trouver une place sur le sable qu'une place au soleil. La France, premier pays pour la navigation de plaisance, ne compte pas moins de 770 000 bateaux immatriculés. Autant dire qu'il est impossible de trouver de la place pour tout le monde dans les ports. 30 ans d'attente dans le port d'Arcachon, 50 ans dans l'île de Ré. Reportage à La Rochelle et dans l'île de Ré. Christophe de Valambra, Philippe Ritten. À La Rochelle, le port des Minimes, 3600 places, le plus grand port de plaisance d'Europe, saturé. Depuis quelques années, les ventes de bateaux explosent, les infrastructures portuaires n'arrivent plus à suivre. Il y a 3 ans, il y avait quelques mois d'attente pour les bateaux qui étaient à l'année. L'année dernière, on pouvait considérer qu'il y avait 2 ans d'attente et cette année, il faut attendre pratiquement 4 ans pour avoir une place à l'année. Combien de places manquent? Alors pour nous, environ 450 places, mais sur les bateaux qui naviguent sur le bassin à proximité de La Rochelle, c'est à peu près 2000 places de manquantes. À Saint-Martin-de-Ré, les Hurels préparent leurs bateaux pour les vacances. Le petit voilier est amarré au fond du bassin avec les autres bateaux qui n'ont pas de place de port attitrée. Ils ont fait une demande d'anneau il y a plusieurs années, mais les places ici se libèrent au compte-gouttes. On est inscrit depuis 5 ans sur les listes d'attente et on est toujours à couple, donc on a la chance dans le port de Saint-Martin qui est très beau, mais là par exemple si on veut sortir tout de suite, on a 4 bateaux à déplacer, donc c'est pas très pratique. Mais bon, on est patient. Aujourd'hui je suis 18e sur la liste d'attente, ça doit faire encore 3 ans d'attente, comme ça. Sans doute un peu plus, mais les Hurels auront bientôt leur anneau. Les plaisanciers qui font leur demande aujourd'hui seront nettement moins chanceux. Voici la liste d'attente du port de Saint-Martin. Nous avons actuellement 256 demandes en cours. On attribue en moyenne 5 places par an. Alors faites le calcul vous-même, j'ose pas le faire moi parce que... 50 ans d'attente. 50 ans d'attente. C'est dramatique. Manque de place dans les ports, à La Rochelle, les bateaux seront donc stockés à terre. Voilà donc l'entrée du port des Minimes qui est maintenant saturée. Donc aujourd'hui, parmi les solutions que nous essayons de trouver, il y a l'accès sur cette cale de mise à l'eau qui permet d'aller dans un bâtiment. Donc les bateaux sont stockés à terre, donc sur 3 étages. En France, il manque environ 150 000 places de port. Une pénurie qui pourrait bien finir par dissuader les éventuels acheteurs de bateaux, un handicap sérieux pour le marché de la plaisance. Les 38 skippers de la solitaire du Figaro ont pris le large à midi aujourd'hui à Boulogne-sur-Mer. Gildas Morvan a franchi en premier la bouée de départ pour une première étape longue et périlleuse en direction du sud-ouest de l'Irlande. Julien Beaumont et Delphine Détry. Savoir prendre le vent, c'est la règle numéro 1 de la solitaire du Figaro. Un vent aux abonnés absents lors du départ ce midi à Boulogne-sur-Mer. Du coup, le passage à la bouée a des allures de retour de vacances. Ça bouchonne, chacun cherche à grappiller un peu d'avance. Je me rappelle d'une réflexion d'Alain Gauthier, qui a couru le Figaro plusieurs fois, qui a dit que chaque mille perdu ne se rattrape pas. Donc le but du jeu, c'est de partir tout de suite vite et dedans, quoi. Pour les 38 concurrents, cap sur l'Irlande.
437 000 à parcourir, presque 800 km et pas question de se perdre. Certains ont donc tout prévu à bord. Mais comme j'ai pas trop la mémoire des chiffres, en fait, je trace des routes imprimées avec des fluos parce que c'est vrai que la nuit, des fois, on n'est pas très bien réveillé, donc faut avoir des documents assez simples qui répètent tout le parcours, même si on l'a bien en tête. Une route qui croise une autoroute. Sur le chemin des marins, les cargos de la Manche. À bord de leur bateau de 9 mètres, les skippers n'emmènent pas large. Dans le rail des cargos, on n'est pas très manœuvrable, donc on va voir ce que ça va donner, mais j'espère que tout le monde va arriver de l'autre côté sans trop dévier sa trajectoire. Pour l'heure, un homme s'est détaché, Gilda Morvan. Aux 3 dernières éditions de la course, il a terminé 3e. Il sait donc que la Figaro se court jusqu'au bout. D'autant que ses poursuivants ne sont pas bien loin. À l'image d'Antoine Coche, il n'a que 5 km de retard. À Berlin, au championnat d'Europe de natation, les Français ont remporté la médaille d'argent au relais 4 fois 100 mètres 4 nages. Ils ont battu à cette occasion le record de France, qui tenait depuis 1980. Ce sont les Russes qui ont fini premiers. Et puis Nicolas Rostouchet est quant à lui monté sur la 3e marche du podium du 400 mètres 4 nages. Il a amélioré le record de France dont il était le détenteur depuis un an. Les fêtes de Bayonne, depuis mercredi, plus d'1 millier de personnes chantent, boivent, vont à la corrida, uniforme de rigueur, t-shirt et pantalon blanc, foulard rouge autour du cou. Et pour être vraiment en couleur locale, l'indispensable refrain « Léon, Léon, roi de Bayonne ». Visite de quelques bars tenus par l'Aviron Bayonnais, entre autres, le club de rugby local, et lâcher de vache dans la ville avec David Bazier et Vincent Pacifico. Plus qu'une nuit, encore une nuit de fête à Bayonne a chauffé le coum-coum. Mais c'est une beuverie. C'est une beuverie les fêtes de France. Pas étonnant que l'après-midi y ait sieste obligatoire avec le grand réveil à cornes. Et pour les plus engourdis, direction l'infirmerie. Eh bien, j'étais assis devant la porte où la vache sort et je me compte, m'a foncé dessus. Elle n'a pas vu qu'il y avait un stop à côté et voilà. Vous avez l'air en forme quand même. Ah, je suis en forme, moi. C'est pas trop grave ça. Ça arrive tous les ans et ça passera. Le mari que j'ai là, On est chanteur chez Achille. Chaque bistrot à Bayonne a sa spécificité. Ici, c'est le rendez-vous de la Soule, la région des montagnes basques. Un peu éloigné, mais la plus fidèle, parce que presque tous mes clients qui viennent à Bayonne se rejoignent tous chez moi. Ça fait plaisir. Merci. À Bayonne, on ne fait pas la fête chacun de son côté. Et la première des obligations, c'est que tout le monde soit en habit blanc et foulard rouge. On dit blanc de monde et ça veut dire que 250 000 personnes, par exemple le samedi et autant le dimanche soir, sont habillés comme ça. Et ça veut dire que si vous n'êtes pas habillé en blanc, vous êtes un peu marginal dans nos fêtes. Il y avait aussi quelques géants car Bayonne grandit, plus d'1 million de personnes aux fêtes cette année. Il y a très exactement 40 ans, à 20h30, Marilyn Monroe, dans sa maison de Beverly Hills, décrochait pour la dernière fois son téléphone. Elle n'avait plus que 2 heures à vivre. Le lendemain matin, elle était retrouvée morte sur son lit, plongeant le monde entier dans le chagrin et la stupeur. Sa personnalité attachante et sa beauté inaltérable en font un sex symbole éternel. Évocation Olivier Linuzza. Ingénu, sensuel, le glamour pour l'éternité. Les hommes n'eurent pas besoin de ces temps de réflexion pour comprendre que s'ils préféraient les blondes, une seule désormais allait compter. Et si certains l'aimaient chaud, tous la désiraient. I lost my love on the river, and forever my heart will yearn. Une femme en mal d'amour. Elle eut 3 maris, des amis, des amants. Frank Sinatra la manipula. Les frères Kennedy la possédèrent, mais n'osèrent l'avouer, trop lâches. Miss Monroe, elle, exposa au monde et en musique
les sentiments qu'elle éprouvait pour son amant, président. Mr. President, Marilyn Monroe. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Femme blessée, elle multiplia les passages en clinique, les dépressions, accumula les retards sur les plateaux, la Fox la congédia, elle fit céder le studio. Oh, you were punctual. Does this mean you've turned over a new leaf? I hope so. You're going to be prompt from now on? Yes. Oh, well. Dernier tournage qui restait inachevé. Quelque chose va craquer, titre prémonitoire. Toute son existence, Norman Jean Baker, orpheline, tenta d'apprendre à vivre. Les hommes ne lui apprirent même pas à mourir. Ainsi se termine ce journal. Dans un instant, la météo. 20h55, la maladie de Saxe de Michel Deville. 23h40, le dernier journal, Jean-Paul Chapelle. Demain, 7h40, dans les 4 vérités, Roland Sicard reçoit Renaud Dutreil, secrétaire d'État au PME. 13h, Laurence Stolazza. 20h, Antoine Cormery. Très bonne soirée sur France 2. Bonsoir.